Donc, moi j'ai amené quelques documents là sur les ordonnances Macron. Alors j'ai amené un récapitulatif, on va dire, fait par la CGT, qui est vraiment pas mal, qui est avant-après en fait. Avant les ordonnances, comment ça se passait pour telle chose, et après, comment ça se passe. Donc c'est vachement bien. Et le deuxième document là que j'ai ramené, c'est l'analyse des ordonnances par un syndicat adhérent au MEDEF. Syndicat, je crois que c'est métallurgie, je crois. C'est pas mal. Donc ils mettent vert quand ils sont contents et rouge quand ils sont moins contents. Donc c'est intéressant de voir sur quoi ils sont contents, sur quoi ils sont pas contents. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent dire des trucs, on peut dire des trucs. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lire à tour de rôle, par exemple, chacun des paragraphes et voir si on est concerné, qu'est-ce qu'on en pense, je sais pas. Ouais, je pense parce que si. Oui, je pense que c'est une bonne proposition parce que sinon, je vois pas trop comment démarrer autrement, quoi. Hein? Ok. Je commence. C'est écrit petit, alors. Moi, j'arriverai pas à lire. Je sais. Comment? Je dis, j'arriverai pas à lire. Ouais, ça va pas être évident. Moi, j'arrive à ce que je Ouais. D'accord. Alors, donc. Alors, donc, on commence par la légalisation des licenciements abusifs. Donc, un chef d'entreprise qui licencie de manière illégale, ça c'est avant, qu'est-ce qui se passait? Un chef d'entreprise qui licencie de manière illégale peut être sanctionné par les prud'hommes. Les montants des sanctions sont versés aux salariés sous forme d'indemnité et dépendent du préjudice subi par les salariés, ancienneté, handicap, difficulté à retrouver du travail, charges de famille, etc. Les prud'hommes fixent les sanctions pour réparer l'ensemble du préjudice subi suite à la fraude de l'employeur. Pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté, les condamnations doivent être au minimum de 6 mois de salaire. Ces 6 mois correspondaient à l'époque à la durée moyenne du chômage en France. Aujourd'hui, cette durée est de 13 mois. Voilà, ça c'était avant les ordonnances. Et maintenant, après les ordonnances prévoient de plafonner ces sanctions à un montant très faible, divisant au minimum le montant des sanctions par 2, donc le montant des sanctions d'avant. Les salariés qui auront réussi le tour de force de gagner la condamnation de leur employeur par les prud'hommes ne percevront plus que des clopinettes. Ceci revient donc à légaliser les licenciements abusifs. Plus encore, il met l'ensemble des droits des salariés en danger. Par exemple, si un salarié refuse, comme il en a le droit, de travailler le dimanche, l'employeur pourrait le licencier pour embaucher un salarié qui accepte de travailler le dimanche. Ce licenciement est illégal, mais l'employeur ne sera quasiment pas sanctionné. Nous avions réussi à faire retirer cette disposition de la loi travail numéro 1. Le gouvernement revient à la charge contre l'avis de l'ensemble des organisations syndicales. Voilà, donc en gros, il plafonne le montant des licenciements, quoi. Avant c'était très cher et maintenant c'est pas cher et c'est plafonné. Moi je me sens concerné. Parce que... J'ai un petit doute sur le travail du dimanche. Sur le travail du dimanche en fait, c'est le travail du dimanche, c'est par rapport aux accords d'entreprise. Vu qu'il y a une inversion de la hiérarchie des normes, maintenant, si dans l'entreprise, je crois qu'ils font voter par 2/3 des salariés, que par exemple, il faut qu'on travaille le dimanche, et que toi tu dis non, d'ailleurs dans mon contrat de travail il n'y a pas, et puis je suis pas d'accord à titre individuel, ils peuvent te dire ok, on te licencie. C'est une cause de licenciement pour faute, quoi. Enfin, t'as pas le droit de refuser un accord d'entreprise. Qui est voté par les employés par les 2/3 des employés, ouais. Et c'est une sorte de référendum, mais le problème c'est que c'est qu'ils vont faire une sorte de chantage, genre ah mais vous savez on est en difficulté, soit on fait passer ce truc, soit on doit je sais pas, faire un plan social et licencier tant de personnes,
ou ce genre de choses, quoi. Du coup, en général, les employés acceptent. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement valable pour le travail du dimanche, c'est juste un exemple qui a été pris dans le descriptif. Oui, je pense clairement, oui. Du coup, je fais quoi? Je continue. Alors, condamnation plafonnée pour les licenciements discriminatoires. C'est intéressant ça. Lorsqu'un employeur licencie un salarié en raison de son sexe, de son activité syndicale ou de sa religion, dans la pratique, les juges condamnent souvent à payer 12 mois de salaire. De même pour les licenciements de salariés victimes ou témoins de harcèlement sexuel ou moral. Ça, c'était avant. Et maintenant, le plancher minimum de condamnation est divisé par 2 et représentera seulement 6 mois de salaire au lieu des 12. Le message est simple. Les licenciements de salariés enceintes, de délégués syndicaux ou encore de salariés victimes ou témoins de violences ou de harcèlement, c'est permis. Les femmes et les militants syndicaux seront les premiers pénalisés par ces dispositions. Bon, c'est le même truc que tout à l'heure, qu'ils plafonnent, mais ils plafonnent y compris pour... en tout cas, ça aura y compris une incidence là-dessus, quoi. Oui, il plafonne, mais à l'inverse, en fait. Il diminue le plancher minimum, mais le maximum n'est pas plafonné. Non, c'est l'inverse, justement. Ils mettent un plancher maximal. Le plancher minimum de condamnation est divisé par 2. Ouais, je sais pas pourquoi ils mettent minimum. Non, parce que j'avais entendu, justement, je sais plus dans quelle émission, des spécialistes du droit du travail qui parlaient de ce cas-là spécifique des discriminations. Et il n'y avait pas de plafond maximal, qui limitait l'indemnisation. Donc là, tu viens de le confirmer, c'est le plancher minimal qui est divisé par 2. C'est la somme minimale qui doit être reçue qui est divisée par 2. C'est ce qui est écrit. Ouais, ok. En fait, ce qu'on s'aperçoit là, c'est que c'est même avant cette loi, ils étaient licenciés, quoi. Donc, Dans tous les cas. là, ce qui se diminue, c'est le salaire, mais ils étaient déjà pas vraiment bien défendus, quoi. Normalement, ils auraient dû rester salariés, quoi. On reconnaît les discriminations, mais ils sont virés quand même. Et on les paye moins. Et maintenant, on les paye moins. La possibilité de donner Mais tu dis ils ont viré quand même, c'est dans le cas où ils sont virés, ça veut pas dire qu'ils étaient souvent virés. Que ce soit avant ou plus tard, tout ce qu'on sait, c'est que la peine pour le fait de virer des gens de manière illégale, elle va diminuer, quoi. C'est juste ça. Après oui, on imagine que si la peine est moindre, on fera la fraude plus souvent. Ouais. Sauf si on fait confiance aux employeurs, on sait jamais. Après, je peux lire un peu si tu veux, parce que je vois mieux là. Vas-y. Hein. Et si jamais quelqu'un sur Mumble veut en lire un ou deux, j'ai mis le lien sur Facebook. N'hésitez pas. Ou si vous voulez parler, n'hésitez pas sur Mumble aussi. Il n'y a pas que nous. Je crois qu'on est moins nombreux que vous. Tiens, Florence. En effet. Alors, après, c'est des délais de recours réduits pour empêcher la contestation des licenciements. Donc, avant, une salariée licenciée dispose de 2 ans pour contester son licenciement devant les prud'hommes. Ce délai a déjà été considérablement réduit puisqu'il était de 30 ans avant 2008. En effet, de 30 ans, il est passé à 2 ans. Et après, les ordonnances prévoient de limiter ce délai à 1 an. Les salariés ne devront donc en même temps faire leur démarche de recherche d'emploi, entre parenthèses, et parfois de reconstruction personnelle, par exemple, après des licenciements suite à du harcèlement, trouver un avocat et saisir le conseil de prud'homme par une requête motivée. Donc, un tour de force. Voilà, de plus en plus compliqué, quoi. Alors, 4e, plus d'obligations de motiver, moins ça veut dire, d'obligation de motiver la lettre de licenciement. Avant, les employeurs étaient tenus de préciser le motif de licenciement par courrier aux salariés et ne pouvaient pas le modifier après.
C'est ce qui permettait ensuite de vérifier que le licenciement était bien justifié, faute grave ou inaptitude, etc. Et de pouvoir éventuellement le contester en justice. Si le licenciement n'était pas motivé, l'employeur était condamné à payer au moins 6 mois de salaire aux salariés. Le courrier de licenciement sera remplacé par un formulaire type, après donc, et l'employeur pourra modifier et préciser le motif de licenciement après, jusque devant le juge. Comment préparer sa défense dans ces conditions? Si le juge considère malgré cela que le licenciement n'est pas motivé, l'employeur devra payer au maximum 1 mois de salaire, autant dire rien du tout. Une revendication de longue date du patronat peut permettre de licencier sans motif. Alors ça existe à Monaco depuis... c'est l'article 4, je crois, là-bas. Non, l'article 6. Ça existe depuis tout le temps. À Monaco, l'employeur, il n'a même pas besoin de donner de motif. T'es licencié quand il veut, quoi, comme il veut. Et c'est ce qui se prépare ici, quoi. C'est dingue. Bah oui. Si le licenciement n'est pas motivé, c'est pas ce qui est écrit. Ben oui, c'est ça, complètement. Oui, oui. Ah oui, ça devient... C'est terrible. Ça, c'est vraiment dur, là. Hein. Je continue ? Alors, l'intérim, 3 petits points, en permanence. Avant, le recours à l'intérim est encadré par la loi pour empêcher qu'il ne remplace des CDI. Après... Les ordonnances renvoient à la négociation de branche en branche, métallurgie, restauration, propreté, la définition de la durée maximum du contrat qui pourra atteindre 5 ans, du nombre de renouvellements possibles et du délai de carence entre 2 emplois intérimaires. C'est la possibilité pour les employeurs de généraliser l'intérim au détriment des CDI. Ça se faisait déjà pas mal, hein. On sait que les CDD, il y en a qui étaient renouvelés 6 fois, 7 fois, 8 fois, alors que c'était déjà interdit. C'était 3 ou 4 le maximum. Mais au moins, tu pouvais porter le truc devant les prud'hommes. Ouais. Là, tu peux plus. C'est légal. D'ailleurs, ils seront même plus obligés de prendre les gens en CDI, en fait. Ils pourront faire juste de l'intérim. Bah, c'est ce qui risque de se passer. Hein. Bah, c'est plus pratique. Bah, ouais. Quand t'as besoin, tu prends et voilà. T'as plus de licenciement à faire. Parce que là, au bout d'un certain nombre de CDD, l'emploi devait être transformé en CDI. Voilà, Mais là, ils prennent direct un CDD sur 5 ans, ils sont tranquilles, quoi. Si vous voulez participer, vous pouvez demander la parole. Hein. Je suis juste au passage, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir que vous soyez là encore. Bonsoir. C'est chouette. Vraiment chapeau d'être encore là. Alors, on essaie de faire un atelier thématique tous les mercredis soirs. Le mercredi soir. Ouais. Là, c'est sur Tu les ordonnances Macron. Non, Fréjus. Je vous donne ça si jamais vous appréciez. Il y a tous les renseignements des ateliers D'accord. et des soirées ici. Oui. Ok. Et les liens par internet. D'accord. Je dois vous laisser, mais Pas de souci. désolée, on la kidnappe. Je pense qu'elle adorait passer la soirée avec vous. On la récupère. Allez-y. A bientôt, en tout cas, bon courage et bonne soirée. Merci. Bah tiens, je vais lire le suivant. Des CDD, ah bah tiens, on en parlait, des CDD pendant 5 ans. La durée donc avant des maximums des CDD, c'était limité par la loi à 18 mois, avec 2 renouvellements maximum et un délai de carence entre chaque contrat pour empêcher que les salariés en CDD n'occupent des emplois permanents. Bah ouais. Alors que maintenant, les ordonnances permettent à la négociation de branches, c'est-à-dire dans chaque secteur d'activité, métallurgie, restauration, etc., de maintenir pendant 5 ans les salariés en CDD sans limiter le nombre de renouvellements de leur contrat, ni mettre en place de délai de carence. C'est la possibilité pour les employeurs de généraliser les CDD au détriment des CDI. Comment accéder au logement ou faire des projets dans ces conditions? Bah ouais, intérim c'est encore pire, mais même CDD... Comment on fait en fait? Parce que si on perd son emploi, si même le chômage il attaque petit à petit, tu perds ton emploi, tu payes ton logement comment?
Tu dois faire le lendemain, tu dois faire Uber ou je sais pas quoi. C'est chaud, hein. C'est la précarisation. C'est de la précarisation à long terme. C'est vrai que ça paraît incroyable d'imaginer que telles choses se mettent en place, mais c'est vraiment la précarisation banalisée qui va se banaliser. Hop, on a fait la première page. Je l'ai celui-là et je te le repasse, Florence. Ouais. Alors, la fin des CDI pour les cadres. Tiens, on attaque les cadres maintenant. Villagip, c'est faire de la main-d'œuvre jetable. Ah ouais, c'est un peu Tout à ça. fait. Alors, le CDI de chantier. Ah oui, putain, c'est chaud ça. Le CDI de chantier, donc avant, un salarié est embauché pour la durée d'un chantier et licencié à la fin de celui-ci, est limité au secteur du bâtiment. C'est déjà chaud. Et ne s'applique que dans certaines conditions très limitatives. Alors que maintenant, les ordonnances permettent à toutes les branches professionnelles de mettre en place des CDI de projet. Maintenant, c'est plus chantier, c'est projet, sans aucune condition ni contrepartie pour le ou la salarié. Dès la fin du projet ou des tâches pour lesquelles le salarié aura été recruté, l'employeur pourra mettre fin au contrat de travail. À l'heure où les salariés sont de plus en plus nombreux à travailler en mode projet, ces faux CDI, encore moins protecteurs qu'un CDD, pas de prime de précarité, de durée maximum ou de limitation du nombre de renouvellements, pourront être généralisés, une mesure qui ciblera particulièrement les jeunes cadres ou ingénieurs. C'est encore pire que les mesures d'avant en fait, parce que l'autre encore c'était pendant 5 ans, mais là c'est tout le temps. Et l'autre... Et tous les corps de métier. Et en plus, l'autre, il y avait des primes et tout. Celui-là, c'est un CDI, donc il n'y a pas de prime où tu te fais virer. Tu te fais pas virer, en fait, t'es tout le temps. C'est tout le temps, mais limité, quoi. C'est incroyable qu'ils mettent ça en place, c'est hallucinant. Hein. Bah oui, comment est-ce que les gens peuvent accepter ça, quoi? C'est dingue. Les salariés, c'est fou, hein, quand même. Parce que ça bouge pas beaucoup, quand même. Faut dire que c'est pas très expliqué dans les médias. Tous les experts qui sont invités sur les émissions politiques ne parlent pas en détail des choses comme ça. Ou après, c'est sûr, on peut se renseigner de soi-même, mais pour chacun qui est occupé dans sa vie quotidienne à gérer ses petites affaires et qui regarde C'est dans l'air le soir, des experts n'expliquent pas en détail ce genre de choses. Le CDI de chantier, oui, mais en ce qui concerne tout ce qui est les licenciements, tout ça, c'était pas explicité de manière aussi claire. Bah, c'est parce que les syndicats font pas leur travail dans les entreprises alors, parce que ça ils l'ont, hein, je veux dire, normalement il y a des tableaux d'affichage, des réunions de syndiqués, et ils font pas leur boulot, quoi. Et je me demande quand même comment il a fait Jean-Claude Mailly là. Le chef de FO, lui il est informé quand même, il savait qu'il y avait des CDI de projet. Il a appelé à pas manifester. Il y avait une manifestation, il avait fait non, nous on participe pas, on manifeste pas. Non mais les CDI de chantier, mec, c'est quoi ça? Force ouvrière, ça, ça ressemble à lutte ouvrière, il sort d'où ce mec? Ça, FO, ça a toujours été comme ça. C'est incroyable, c'est... Ah bon. Tu veux que je dise? Comme tu veux. Je crois que c'est la bonne couleur. C'est sûr que Mais là, ils ont retiré parce qu'on avait mis il avait mis le petit papier Agora, le petit tract et tout, et il avait mis un petit mot en disant comment ça se fait que ça, en gros, pourquoi ça s'arrête tout de suite après la manif, quoi. Et ils l'ont retiré, la CGT carrément, ils ont enlevé le texte. Betty, FO égale gardez vos forces, les ouvriers. Tu nous expliques, Betty? C'est un jeu de mots ou c'est vraiment de ça que c'est issu le nom? Bon, on va la laisser écrire, de toute façon elle veut pas parler. Betty, c'est de l'humour de Coluche. Ah d'accord, c'est de l'humour. Je me disais... Donc après on a une période d'essai sans limite, point d'interrogation. Donc avant, la durée de la période d'essai est encadrée par la loi. Elle ne peut dépasser 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres recrutés en CDI.
Elle était renouvelable une fois, à condition que ce soit prévu dans l'accord de branche, le contrat du ou de la salariée. Donc après, les ordonnances laisseraient aux branches le soin de fixer la durée de la période d'essai sans aucune limitation. Vous vous souvenez du CPE, le contrat première embauche, qui prévoyait 2 ans de période d'essai pour les jeunes de moins de 26 ans et que le gouvernement avait été obligé de retirer au bout de 4 mois de mobilisation. Cette fois, la période d'essai sans limite concerne tout le monde, sans limitation d'âge, même si elle affectera d'abord les nouveaux embauchés. On n'arrête jamais le progrès. On n'arrête pas le progrès. C'est fou, hein? On va dire ça à chaque fois. Je sais pas ce qui est le pire en fait entre CDI de projet et période d'essai permanente. Parce que peut-être période d'essai c'est encore pire. Ah, je sais pas en fait. Moi je pense à Monaco. Qu'est-ce qui est le pire? Alors, pardon, prendre le micro en même temps que une des collègues prend son micro. À Monaco, le CDI, il n'y a pas de CDI, c'est-à-dire qu'en fait, on peut se faire virer du jour au lendemain. Et je pense que c'est pas forcément négatif, en tout cas pour l'économie et même pour les travailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, un patron, s'il n'arrive pas à mettons qu'il soit en mauvaise position économique et que d'un coup ils doivent licencier quelqu'un. Mais en fait, économiquement, il n'a pas les moyens de le licencier. Parce que s'il le licencie, il va falloir lui donner des indemnités de licenciement. Donc à ce moment-là, ça le bloque. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi? Ben, je me demande pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de licencier quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que si jamais la raison de licencier, c'est parce qu'il n'a pas assez d'activité, par exemple, parce que son secteur est en train de s'effondrer, oui, c'est possible, ben, on appelle ça la raison économique. Tu sais, licenciement pour cause économique. Oui, ils font des plans sociaux. Mais justement, il y a des clauses spéciales plus favorables à l'employeur quand il licencie pour cause économique. Mais là, tous les trucs d'avant, là, c'était des trucs non motivés. C'est-à-dire, ils pouvaient licencier sans raison. Bah, on plafonnait même ça. Oui, mais attends, quand tu es en difficulté économique, bah, tu dis, désolé, je suis en difficulté économique. Mais si tu licencies sans cause, juste tu licencies comme ça, bah, c'est que tu n'étais pas en difficulté économique, sinon tu l'aurais dit. Donc si on limite la punition pour licenciement sans raison, la peine, pardon, oui, peine, punition, si c'est une peine. Si on limite la peine pour raison non économique, comme ça, c'est pas pour les gens qui ont des difficultés économiques, sinon on aurait pu limiter les peines pour difficultés économiques. Donc ton argument il tient pas. Je suis désolé, je me laisse demain, je me lève à 4h. C'est ma 4e matinée, donc et j'en ai une 5e. Bon, ouais, mais... Bonne soirée. Moi, je pense en fait que essentiellement l'être humain a besoin de travailler. Et en fait, le travail, c'est l'avenir de l'homme. Et il faut cultiver son jardin, comme le disait Voltaire, etc. Cependant, c'est pas possible de penser une société sans travail. Si nous ne travaillons pas, nous ne faisons rien, nous ne produisons rien. Nous n'avons aucun avenir. Oui, continuons. Non. On
Je vois pas en quoi faciliter les licenciements sans raison aide au travail. Au contraire, ça aide aux gens qui licencient sans raison, c'est-à-dire de manière sauvage et arbitraire. Ça n'a aucun intérêt, ça aide pas du tout à développer le travail. Pour aider à développer le travail, à la limite, c'est ce que tu as dit tout à l'heure pour les raisons économiques. Donc, dans ce cas, on pourrait aider les entreprises en difficulté, à la limite agir sur les cas économiques. Mais pourquoi faciliter les licenciements sans raison, par exemple? C'est bizarre, c'est vraiment très bizarre. C'est pas bizarre? En tout cas, ça aide pas à favoriser le travail, ça aide juste à favoriser la précarité. Le problème, c'est le revenu. Absolument pas. Pourquoi Alors à ce moment-là, on en revient à la proposition de Benoît Hamon. Hein. Pourquoi pas faire un revenu universel, hein. Tu sais, chez les fourmis, alors, parce que moi je suis j'aime bien la zoologie, j'aime bien hein. Il faut savoir qu'il y a au moins un tiers des fourmis en fait qui foutent rien. On croit que les fourmis, en fait, c'est comme les abeilles, c'est travailleurs, etc. Mais en fait, il y a au moins un tiers des fourmis, elles foutent rien de la journée. Elles vont à droite, à gauche, mais elles ne travaillent pas. Mais elles sont rémunérées. Elles sont rémunérées grâce en fait à la société fourmilière. Et c'est pareil chez les abeilles. Et en fait, bon, parlons des abeilles. Juste une petite remarque, il n'y a pas de marché chez les fourmis. Hein. Chez les fourmis, c'est le communisme. Il n'y a pas de marché. C'est le voisinage, c'est la collectivisation, il n'y a pas de marché. Donc elles ne sont pas rémunérées. Voilà, c'est ça. Je sais pas, on peut continuer. Si tu veux, je fais le prochain. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, une entreprise florissante à l'étranger pourra licencier. Ah oui, c'est sympa ça. Donc avant, pour avoir le droit de licencier pour motif économique, l'entreprise doit prouver qu'elle connaît des difficultés économiques réelles. Ces difficultés économiques sont appréciées au niveau du groupe à l'échelle internationale. Alors que maintenant, avec les ordonnances prévoient que les difficultés économiques de l'entreprise s'apprécient sur le seul territoire français, même s'il est présent en bonne santé à l'international. Une entreprise ayant d'excellents résultats pourra licencier en créant artificiellement des difficultés économiques sur le territoire français. Le gouvernement veut réintroduire cette disposition, retirée l'année dernière suite à la mobilisation et rédigée sur mesure pour les multinationales. Ah oui, donc juste pour information, ce qu'on est en train de lire, c'est l'analyse de la CGT. Ouais. Maxence. Ah, d'accord. Tiens. De FO, la CGT, moi je suis pas d'accord. Vous savez quoi, je suis un peu comme plutôt les sociétés anglo-saxonnes. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'il y ait au moins 80% des salariés qui soient syndicalisés. Pour que justement le syndicalisme ait une vraie force de frappe. Alors qu'en France, aujourd'hui, on le sait, il y a à peu près dans toutes les sociétés privées, il n'y a que 20% des salariés qui sont syndiqués. Et 20% sur les 100, eh ben, ça fait pas grand-chose. Voilà. Je continue ? Donc ensuite, un salarié qui refuse un changement dans son contrat de travail pourra être licencié. Donc avant, l'employeur ne pouvait pas imposer des modifications de son contrat de travail au salarié, sauf exception encadrée par la loi. Après, tous les accords d'entreprise s'imposeront au contrat de travail. Il sera par exemple possible d'imposer aux salariés des mesures de mobilité, y compris à l'international, des changements de poste, de classification, une baisse de rémunération ou une augmentation du temps de travail dès lors qu'un accord d'entreprise aura été signé. Qui l'a dit? Qui? Eh ben, c'est tout ça, c'est les amendements les amendements, les ordonnances
actuelle de Macron, dans la loi XXL, comme on l'appelle, la loi travail. C'est... Voilà. C'est les changements qui ont eu lieu là maintenant. Je crois que c'est fait, hein, les ordonnances, non? Ou c'est en cours, je sais pas trop. C'est en ce moment en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses toi, Patrice? Est-ce que tu te sens concerné par le fait que l'employeur peut modifier ton contrat par un accord d'entreprise? C'est-à-dire, ton entreprise, elle est toute petite, il suffit qu'il y ait 2/3 des salariés qui votent l'accord d'entreprise. Il vous dit... Attends, mais chacun son tour, on parle. Si tu veux la parole, je te la donne. Hein. Il vous dit par exemple, si vous n'êtes pas d'accord, j'en vire 3. De toute façon, ça me coûte pas cher. Et si vous êtes d'accord, voilà, on fait l'accord d'entreprise et votre contrat est modifié. Vous devez travailler, je sais pas, plus pour le même prix ou n'importe quoi. Genre, je vous baisse votre rémunération. Et pourquoi pas? Et alors? Il y a un problème? Tu veux être au chômage, c'est ça? Comment tu vas faire après, hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est une bonne idée? Ouais, c'est pas une bonne idée. Et après, j'y peux rien, moi. C'est comme ça. C'est cette putain de loi XXL, loi travail. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux être viré comme de la merde. Je peux être... ils peuvent changer mon emploi du temps, modifier mon contrat, sans même me demander. C'est génial. C'est bien. Dans quel domaine travaillez-vous? Moi, je travaille dans le temps. Dans le temps. Ouais. Ah, j'aime bien l'horloge. Ah, mais il faudrait plusieurs micros en fait. non. Non, c'est justement pour qu'on parle pas tous en même temps, alors, s'il y en a plusieurs. Ensuite, alors, il y a la mobilité imposée. La mobilité imposée. Voilà, donc avant, c'était si la mobilité professionnelle ou géographique n'était pas prévue dans le contrat de travail, le ou la salariée peut la refuser. La mobilité est souvent encadrée par les conventions collectives, comme celle de la métallurgie, qui donne droit au salarié de refuser sa mobilité dans un délai de 18 semaines et prévoit que ses déplacements, déménagements, etc. sont à la charge de l'employeur. Ce qui paraît logique. Maintenant, l'employeur peut imposer la mobilité fonctionnelle ou géographique aux salariés, quelles que soient les clauses du contrat de travail, dès lors qu'un accord d'entreprise le prévoit. Les dispositions prévues par les conventions collectives ne s'appliquent plus. C'est-à-dire qu'en fait, mais enfin après ça va être peut-être dit dans d'autres derrière, mais ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que d'ailleurs j'ai vu sur Facebook un gars à qui c'est arrivé. Il peut dire maintenant votre travail il est plus du tout où vous êtes, il est à 300 ou 400 km, faut déménager et là c'est le cas d'une personne qui racontait sur Facebook et qui disait alors moi j'ai ma femme qui travaille là, j'ai ma maison, j'ai mes enfants et si je veux garder mon travail je suis obligé de partir illico et de déménager quoi. Presto. Voilà, c'est hallucinant. Ouais, j'ai l'impression d'entendre des Roumains venant en France. Mais le pire, c'est qu'en plus, si tu refuses, ils peuvent te licencier pour, enfin, je sais plus pourquoi exactement, mais pour faute grave, enfin, pour, enfin, je sais plus quel est le truc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'auras même pas le droit au chômage. C'est pas comme si, ils te licenciaient et tout. Non, mais c'est comme si tu n'avais pas respecté toi ton contrat. Comme tu refuses d'aller à l'autre bout du monde, ou de la France, ou du monde, c'est marrant parce que moi, quand j'avais choisi l'entreprise où je travaillais... Non mais attends, on va pas se couper tout le temps, Maxence. Essaye de... Si tu veux prendre la parole, tu la prends, sinon... Voilà. Non, tu vas pas du tout. Chacun son tour, c'est juste. Mais ce que je disais, je racontais un peu ma vie, en fait. Ce que je disais, c'est que... Quand j'avais trouvé mon emploi, j'avais plein de SS2I. SS2I, en fait, c'est des entreprises qui t'embauchent et après qui te placent chez des clients. Ils te payent un CDI, mais par contre, voilà, ils te placent ici et là. C'est un peu intérim en CDI, quoi.
Mais par contre, à chaque fois dans ces SS2I, il y avait cette clause de mobilité. À chaque fois, je lisais le contrat et je faisais ah merde, il y a la clause de mobilité. Et il voulait jamais l'enlever. Évidemment, il disait ah désolé, c'est le truc type de la boîte, on peut pas changer les normes pour vous et tout. Et du coup, bon, j'ai choisi mon contrat. En fonction de ça, j'ai choisi une entreprise pas SS2I, enfin une où il n'y avait pas cette clause de mobilité obligatoire. Et maintenant, elle va être dans la loi. Voilà, sans même respecter les trucs de la branche. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin que la branche l'autorise avec un accord. Et en plus, mon entreprise, elle est grande, hein, il y a 5000 ou 10 000 personnes. Bah, tu m'étonnes, l'accord d'entreprise, je vais pas pouvoir trop peser dessus, quoi. Non, mais je suis dans la merde. Non, mais je veux dire, c'est limite, en fait. Enfin, en plus, c'est il y a quelques années que je suis rentré dans cette entreprise, que j'ai pas voulu aller dans les SS2I. Je me suis dit, oh là là, quand même et tout. Au final, ça aurait été pareil. Maintenant, avec cette loi, ça a servi à rien, en fait, que je me fasse chier à trouver une entreprise, un contrat mieux ou je sais pas quoi. Ça servait à rien du tout. Je me suis fait niquer. Mais non, tu t'es pas fait niquer. Alors, pourquoi tu t'es fait niquer? Parce que maintenant, il peut être déplacé, même s'il veut. Oui, mais en fait, c'est pas que tu l'as accepté, mais c'est-à-dire le système économique, en fait, a supplanté le système politique. Il faut pas oublier qu'en gros, la politique est dépassée par le pouvoir économique. Les entreprises sont bien plus fortes que le pouvoir étatique. Je lis le suivant. Tu veux? Alors, je voulais rajouter un truc, mais parce que peut-être qu'ils vont le dire après, hein, remarque, je sais pas, mais parce qu'il y a encore pire. C'est-à-dire que si une entreprise a des difficultés, n'a plus besoin de salariés pendant quelque temps, une semaine, 2 semaines, 1 mois, ils peuvent le prêter à une autre entreprise qui a besoin de salariés. Et donc, cette personne, elle doit aller travailler dans l'autre entreprise et revenir dans celle où elle était quand elle aura besoin de lui, quoi. C'est incroyable. L'être humain est devenu un objet. En fait, il faut penser philosophie. Voilà, l'être humain est devenu un objet. Un objet productif. C'est-à-dire que nous produisons de la richesse. Chacun d'entre nous produisons de la richesse. Et on fonctionne, hein. Voilà. D'accord. Bah ouais, c'est clair. Hein. Alors, point suivant. Opération minceur sur les obligations de reclassement de l'employeur. Alors, en quoi consiste cette opération minceur? Donc, avant, un employeur souhaitant licencier pour motif économique ou inaptitude doit rechercher des possibilités de reclassement pour les salariés et leur proposer des postes correspondant à leurs compétences ou aptitudes physiques pour les inaptes. L'absence de plan de reclassement est aujourd'hui le premier motif d'annulation des plans sociaux par la justice. Après les ordonnances allègent considérablement les obligations et prévoient que l'employeur pourra se contenter de mettre en ligne la liste des postes disponibles. Aux salariés de chercher parmi tous les postes disponibles si l'un d'entre eux peut lui correspondre, en espérant que l'employeur ne lui dise pas qu'il n'a pas les compétences. Ah, parce qu'en plus il peut refuser. C'est l'inversion des rôles, quoi. Alors moi, une fois, j'étais à Pôle emploi et tout. Alors ils m'ont proposé un truc, on va voir ce pourquoi vous êtes fait. Alors ils m'ont mis un truc de formation et tout. À la fin, on dit alors vous êtes ethnologue, ou alors psychologue, ou alors auteur. Merde, hein.
Putain, j'ai 30 ans et tout, je sais pas faire ethnologue. Ethnologue, c'est trop long, tu vois. Psychologue, je le suis déjà. Enfin... Eh ben merde, quoi. Hein. Du coup, je suis juste un libre penseur. Libre à vous de penser. Je sais pas, tu veux lire ou je lis ou... Comme tu veux. Peut-être que Hervé il veut lire ou Patrice. Non. Bon alors je lis le point suivant. La possibilité de licencier en cas de cession de l'entreprise. Alors avant, lors d'un rachat, le repreneur de l'entreprise est tenu de garder l'ensemble des salariés, sauf en cas de difficulté économique. Déjà, la loi El Khomri a remis en cause ce droit en permettant aux repreneurs des entreprises de plus de 1000 salariés de ne pas conserver l'ensemble des contrats de travail. Donc ça c'était que si c'était plus de 1000 salariés. Aujourd'hui, avec les ordonnances étendent cette disposition à l'ensemble des entreprises. On l'a pas vu venir. Lors d'une cession, le repreneur pourra décider de ne pas reprendre tous les salariés ou de reprendre seulement une partie, même s'il n'a pas de difficulté économique. C'est un beau cadeau à la finance et aux fonds d'investissement qui pourront encore plus facilement s'offrir nos entreprises. Récupérer toute la valeur, licencier les salariés, démanteler l'outil de travail et disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. On s'en doutait pas à la loi El Khomri qui disait 1000 salariés, maintenant il n'y a plus les 1000, voilà. Tour de passe-passe. Ouais. T'as fait HEC ou pas? Non, j'ai pas fait HEC. Tu veux parler Bon. Je sais pas, on lit suivante du coup. Si des gens sur Mumble veulent parler, n'hésitez pas. Hein. Enfin, à part Betty qui peut pas. Et à part tous ceux qui peuvent pas. Vas-y, Hervé. Ça confirme peut-être la théorie de Macron sur les premiers de cordée, c'est-à-dire quand il y a une reprise, quand il y a une reprise d'entreprise, il considère que le repreneur, il peut faire un tri entre parmi les salariés de l'entreprise qui reprend, entre les premiers de cordée et puis les casseroles ou les boulets à traîner, quoi. Donc voilà. Même si l'entreprise n'est pas en difficulté au moment de sa reprise. Et par les boulets, t'entends quoi? Les syndicats, les syndicalistes, Bon, parce que s'ils sont déjà employés normalement, qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est-à-dire, normalement, enfin, dans la version antérieure, quand il y avait une reprise d'entreprise, le repreneur était censé reprendre tous les salariés en l'état, quoi. Ce qui n'empêchait pas ultérieurement il pouvait très bien les licencier individuellement pour faute ou pour insuffisance professionnelle au fil de l'eau, quoi, on va dire, au fur et à mesure. Ça, c'était possible de le faire au fur et à mesure. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le repreneur pourra licencier dès le départ, dès la reprise de l'entreprise, une partie des salariés. Et je pense qu'il fera un tri dans les salariés qui vont reprendre ou qui ne veulent pas reprendre, quoi, dès le départ. Bon, grosso modo, ça va un petit peu brutaliser ce qui se passait auparavant, c'est-à-dire qu'auparavant, au départ, il reprenait tout le monde et puis après, souvent, il éliminait au fur et à mesure les salariés dont il voulait se débarrasser individuellement au cas par cas. Et maintenant, ça se passera, on va dire, il y aura un tri dès le départ entre ceux qui veulent reprendre et ceux qui ne veulent pas reprendre. Quasiment. C'est-à-dire que ce qui se passait quand une entreprise changeait de main, si on peut dire, il arrivait que le nouveau patron amène son équipe aussi. Et du coup, voulait remplacer certaines personnes qui étaient déjà là par celles qui l'amènent. Il y avait ce cas-là aussi qui se présentait. Non ? Quand ça se produisait, généralement, c'était pratiquement uniquement au niveau du personnel, enfin de direction, quoi.
C'est-à-dire effectivement au niveau du personnel, des cadres dirigeants de l'entreprise, il pouvait amener, disons, ses propres nouveaux managers pour diriger l'entreprise, mais généralement au niveau des salariés, c'est-à-dire aussi bien on va dire du personnel d'exécution, ouvrier ou employé, que de l'encadrement moyen, généralement il reprenait ce qu'il y avait en place au moment de la reprise, quoi. Il n'y avait pas, ça se passait pas, disons, ça pouvait pas se passer qu'il y ait un repreneur qui reprend une entreprise avec, on va dire, une nouvelle équipe totale du sommet jusqu'à la base, quoi. En fait, si je dis ça, c'est parce que j'ai connu mais c'est dans le spectacle. Par exemple, quand dans le théâtre, c'était un nouveau directeur qui prenait le théâtre, qui changeait, bon bah là, il amenait son équipe. Alors c'était peut-être spécifique dans ce milieu-là, mais ça existait, quoi. Je pense que ça doit aussi être spécifique aux petites entreprises, parce que dans une grande entreprise, tu trouves pas 1000 personnes comme ça qui connaissent ton outil de travail, c'est pas possible, quoi. Ils vont mettre des années à s'habituer, et peut-être même qu'ils y arriveront pas parce qu'il faut au moins des anciens pour les former, sinon c'est pas possible. Mais une troupe de théâtre, oui, clairement, c'est possible. On peut peut-être lire le point suivant. Alors, c'était quoi? C'est ça, on est au début de la page 3. Oui. La possibilité de licencier en cas de cession de l'entreprise. Lors d'un rachat, le repreneur... Non, on vient pas de le lire? C'est ça, on vient de le lire. Point suivant, une rupture conventionnelle collective pour se débarrasser de ses salariés sans payer de licenciement. Donc avant, pour éviter de faire un plan social, les entreprises peuvent mettre en place un plan de départ volontaire. Ce plan est toutefois encadré par de nombreuses règles pour éviter qu'il ne serve à contourner le plan social. L'employeur est tenu de mettre en place un plan de reclassement, de réembaucher prioritairement les salariés partis avec le plan en cas d'amélioration de la santé de l'entreprise, d'accorder des indemnités au moins équivalentes à celles existantes dans le plan social, de mettre en place des mesures sociales, de formation, d'accompagnement, proportionnelles aux moyens du groupe. Il doit faire pas mal de choses. Aujourd'hui, avec les ordonnances prévoient qu'il suffira d'un accord d'entreprise pour mettre en place un départ volontaire, appelé par le gouvernement rupture conventionnelle collective. Fini la priorité de réembauche des indemnités au moins équivalentes. Fini la priorité de réembauche, les indemnités au moins équivalentes à celles existantes dans le plan social, les mesures sociales, de formation ou d'accompagnement proportionnelles aux moyens du groupe, les obligations de reclassement. Cette disposition cette disposition est très grave car elle permet de contourner la réglementation qui encadre les licenciements économiques. Voilà. On va pouvoir licencier sans passer par le licenciement économique. Ouais, je vais vous dire une chose. Il y a nombre de personnes qui ont des compétences, qui peuvent, dès demain, même dès ce soir, même dès maintenant, faire quelque chose pour leur pays, pour eux-mêmes, pour leur famille. Je pense que vraiment, il existe beaucoup de personnes que l'on dénigre et que l'on dénigre faute de bon jugement. Parce qu'en fait, il ne faut pas juger les gens. Si l'on arrive à ne pas juger les gens et qu'on leur donne le sentiment d'être eux-mêmes, faut d'être eux-mêmes, quoi, hein. Et nous les dénigrons, bon, bref. Donnons la chance à chacun de faire leur chemin, quoi. Enfin, voilà, quoi, hein. Donnons à chacun sa chance. Bon. Quelqu'un veut lire le suivant? Vas-y, tiens, Florence. Alors, 13e mois, prime de départ en retraite ou d'ancienneté, c'est fini. Donc avant,
La quasi-totalité des conventions collectives prévoyaient des primes liées à diverses situations. Ancienneté, licenciement, naissance, départ en retraite ou 13e mois. Pour les salariés en fin de carrière, elles pouvaient être très élevées et représenter pour les primes de départ en retraite plusieurs mois, voire plusieurs années de salaire. Quelques exemples. La convention collective des journalistes prévoyait un 13e mois et une prime d'ancienneté de 3% pour 5 années d'exercice dans la profession et 11% pour 20 années. La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoyait 3 jours de congés par an supplémentaires pour les cadres ayant plus de 2 ans d'ancienneté, une indemnité de licenciement pouvant atteindre 18 mois de salaire pour les cadres les plus âgés et une prime de départ en retraite pouvant atteindre 6 mois de salaire. La convention collective Syntec prévoyait une prime de vacances, 4 jours de congés supplémentaires par an pour les salariés ayant plus de 20 ans d'ancienneté, une prime de départ en retraite qui pouvait atteindre 48 mois pour 40 ans d'ancienneté pour les ingénieurs, je suppose, oui, cadres et agents de maîtrise. Donc 1,2 mois par année d'ancienneté. Maintenant, ça va beaucoup plus vite, l'ensemble de ces primes sera renvoyé à la négociation d'entreprise et les employeurs seront libres de les mettre en place ou pas. Ceci permettra de baisser les salaires, de généraliser le dumping social et l'inégalité entre les salariés. Elles risquent donc d'être supprimées, notamment dans les petites entreprises sans présence syndicale. N'est-ce pas, Patrice? On pourra te baisser ton salaire. On pourra t'enlever des primes, genre 13e mois, des primes des fins d'année, on pourra t'enlever. On te l'a déjà enlevé. Des tickets. Ah, t'as rien? T'as aucune prime, rien du tout? T'as rien qu'on peut t'enlever? Ah, t'as que ton salaire. T'as rien T'enlever ton salaire, quoi. Non, mais à part le salaire, on peut grignoter peut-être quelque part, non? Je sais pas. T'as rien du tout? T'as des avantages, t'as rien? Tu touches moins de salaire depuis 3 mois, là. Ah oui. Chômage partiel. Chômage partiel, ah bah ouais. Bah de toute façon, bientôt tu seras en CDI de projet ou en période d'essai illimitée, au choix. Après 20 ans dans l'entreprise. T'as le choix entre CDI de projet, période d'essai illimitée ou intérim généralisé. Tu peux choisir. Toi, t'es dans... En fait, vous êtes dans les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est ça. Alors, les ressources humaines, moi je connais bien les ressources humaines. Et donc, je vous donne la parole au directeur des ressources humaines. C'est une insulte que tu me fais là. Donc on peut lire le suivant. Ah, alors, donc fini la prise en charge à 100% des arrêts maladie ou maternité. Alors avant, écoute ça Maxence. Avant, la loi travail, donc la loi, pardon, pas la loi travail. La loi prévoit que l'indemnisation d'un arrêt maladie représente 50% du salaire, après 3 jours de carence. Pour des congés maternité, c'est 100% du salaire net, les primes ne sont pas prises en compte, dans la limite du plafond de sécurité sociale. Cette disposition est améliorée par la majorité des conventions collectives. Par exemple, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit le maintien à 100% du salaire en cas d'arrêt maladie ou maternité, 100 jours de carence. Maintenant, seul sera garanti le minimum légal, c'est-à-dire 50% du salaire après 3 jours de carence et 100% du salaire net pour les arrêts maternité. Le reste dépendra des accords d'entreprise. Voilà. Bon, celui-là, il est un peu moins... Bon, il est chiant quand même, hein. Tout est chiant en fait, mais bon, c'est pas le pire. Oui, on sait pas sur quel chocolat on va tomber. Sur quel pied danser, exactement. C'est que la boîte de chocolat, il n'y en a pas un qui est au piment. Bah ouais, tout est pimenté, ouais. Bon, j'ai lu le suivant et après je passe à Florence. Jour de congé pour enfants malades.
c'est fini. Donc avant, de nombreux accords de branche prévoient des jours d'absence de droit pour les salariés qui ont des enfants malades. Par exemple, la convention collective des salariés des missions locales prévoit un droit chaque année de 6 jours d'absence en cas de maladie des enfants avec maintien de la rémunération. Celle des banques, 3 à 11 jours, enfants malades par an. Maintenant, avec les ordonnances, les dispositions prévues par les conventions collectives ne s'appliquent plus et seront renvoyées à la négociation d'entreprise. Les employeurs seront libres d'en mettre en place ou pas. Ceci permettra de baisser les salaires et de généraliser les logiques de dumping social et d'inégalité entre les salariés. Elles risquent donc d'être supprimées, notamment dans les petites entreprises sans présence syndicale. Eh oui. TPE. Ah ouais. C'est sympa quand même d'avoir des congés obligatoires. Ça fait plaisir. Surtout quand un enfant est malade, c'est sympa. Mais bon. Tu veux venir un peu, Hervé? Pas trop, là, comme en plus c'est... Oui, c'est pas évident. Quand c'est vert sur vert, voilà, le fond est de la même couleur que le texte. Donc. Alors, des congés exceptionnels pour événements familiaux revus à la baisse. La loi... Et là, j'ai un vert sur vert. Je suis désolée, je peux Donc ouais, bah, je vais lire moi. Moi j'ai de la lumière. Des congés exceptionnels pour événements familiaux revus à la baisse. Ah oui, l'autre c'était pour les enfants malades, maintenant c'est les événements familiaux. Donc, la loi définit un minimum de jours d'absence en cas d'événements familiaux. 4 jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un PACS, 1 jour pour le mariage d'un enfant, 3 jours pour chaque naissance, blablabla, 5 jours pour le décès d'un enfant. Ah oui, il y a les décès aussi. Bon, je raccourcis un petit peu pour pas que tu penses qu'on lit trop. 2 jours pour l'annonce de la surveillance d'un handicap chez un enfant. De la survenue, pardon, d'un handicap chez un enfant. Ces jours de congé sont en général améliorés par les conventions collectives. Par exemple, la convention collective des missions locales prévoit, ah ils sont sympas eux, prévoit à chaque fois, prévoit 5 jours pour le mariage du salarié et le PACS, contre 4 dans la loi, 1 jour pour le déménagement, aucun dans la loi, 2 jours pour le mariage d'un enfant, contre 1 dans la loi. Aujourd'hui, avec les ordonnances Macron, donc les dispositions prévues par les conventions collectives ne s'appliquent plus et seront renvoyées à la négociation d'entreprise. Les entreprises seront libres d'en mettre en place ou pas. Ceci permettra de baisser les salaires, de généraliser le dumping social et l'inégalité entre les salariés. Elles risquent donc d'être supprimées, notamment dans les petites entreprises sans présence syndicale. Voilà, elle souffre tout le temps. Il n'y a pas des gens sur Mumble qui veulent dire des trucs? N'hésitez pas, hein. Tiens, Patrice. Mon patron, il sera super content parce qu'en fait, il pourra faire ce qu'il veut et tout. Il aura plus de liberté. Hein, il faut penser aussi à son petit bonheur. Hein, pour qu'il puisse faire des voyages avec Napoléon, tout ça, voilà. Oui, les ordonnances Macron, c'est pour les patrons. Hein. Oui, c'est plus délicat. Alors, ouais. Alors, pour expliquer un petit peu le changement de logique, c'est qu'avant, avec les conventions collectives et les accords de branche, c'était un peu, on va dire, l'alignement vers le haut. C'est-à-dire, grosso modo, c'était les grosses entreprises dans lesquelles les salariés avaient le plus de droits et d'avantages qui s'imposaient sur les petites entreprises dans lesquelles, à défaut, les salariés auraient eu le moins d'avantages. Avec les niveaux de disposition, c'est, on va dire, d'après moi, un système de dumping. C'est-à-dire, ils sont aperçus que, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, les pays où il y avait la compétitivité la plus importante, c'était ceux où les salariés avaient où les employés avaient le plus d'avantages, les salariés le moins d'avantages. Donc grosso modo, comme le but c'est de s'aligner sur les pays les plus compétitifs, donc pour devenir compétitifs par rapport à ces salariés, ils veulent donc
faire une sorte de nivellement par le bas des droits et des avantages des salariés, quoi. C'est une sorte de dumping, c'est ce qu'on appelle le dumping social, quoi. L'alignement vers le bas, vers le moins 10 ans en matière sociale. Oui, en gros, les pays les plus compétitifs, c'est ceux où les salariés vivent de manière misérable, juste assez pour pouvoir aller travailler, quoi. Juste assez pour que le prix de la force de travail soit renouvelé. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah oui, non, mais ça paraît logique en plus. Hein. Je veux dire, on va pas les contredire. Moins tu payes tes salariés et plus tu as d'argent, enfin plus tu sauves d'argent, plus tu es compétitif. Et bon, après, je veux dire, si derrière le salarié on s'en fout, ça va. C'est ce qu'on fait avec les machines, hein. On essaie d'optimiser au maximum, on gâche pas de l'énergie pour rien, on utilise juste ce qu'il faut, voilà. Si le salarié on s'en fout, effectivement, c'est une logique qui est bonne, qui est logique. C'est-à-dire le salarié, donc, enfin, les salariés sont conçus comme des ressources humaines au même titre que les autres ressources de l'entreprise, c'est-à-dire on va dire des biens productifs qui comportent d'une manière comptable à la fois des produits et des charges. Donc le but de l'entrepreneur, c'est de maximiser les produits et de réduire au maximum les charges. Et ça, aussi bien en termes généraux que ressource par ressource. Je sais pas ce qu'ils en ont pensé, on pourrait éventuellement faire une pause. Ça fait largement plus qu'une heure, je pense. Comme ça, on fait une petite pause et on revient dans quelques minutes. Et je sais pas ce que vous en pensez. Là, on en est à peu près à un petit peu plus de la moitié de choses lues, du décryptage de la CGT. Ce qu'on pourrait faire peut-être, je me disais, c'était jeter un petit œil rapide au décryptage patronal. Histoire d'être sûr de ne pas le louper. Parce que moi, non, enfin après la pause, quoi. J'y ai jeté un petit œil et c'est sympathique. C'est vraiment marrant de voir ce qu'ils considèrent comme bien et pas bien. Enfin, on n'aura pas le temps de finir, là. je pense, ouais, on n'aura pas le temps de finir. Il est 22h40. Voilà, on fait une petite pause et après on reprend sur l'autre et éventuellement on reviendra sur celui-là, mais voilà. Ouais, ça vous va? Ok. Alors. Non, mais par contre, celui-là, il est pas en 3 exemplaires. Hein. Celui-là, il est en fait, je l'ai fait en 3 morceaux parce qu'il est long. En fait, il fait 45 pages. Mais oui, les pages, elles sont en bas à droite. Là, toi, tu as la page de 15 à 30. Moi, j'ai 30 à 45, enfin 31 à 45. Et Mickaël, il a les premières pages. Ouais. Bah, ce que je vous propose, mais moi ce que je vous proposerais, enfin ce que je trouverais intéressant, ce serait plutôt d'abord de. Alors déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est un truc qui serait rapide. Un truc qui serait rapide vraiment, c'est de lire les trucs que le patronat estime comme étant très défavorables. Pour lui. Très défavorables dans les ordonnances. Parce qu'en fait, il a fait un classement avec des petites barres, entre 1 à 4 petites barres. Elles sont soit vertes, soit rouges. Si elles sont rouges, c'est défavorable. Si elles sont vertes, c'est favorable. Et ça, le égal, c'est quand ça bouge pas, c'est pareil. Voilà. Et en gros, il y a, je crois, 2 ou 3 trucs qui sont défavorables avec 3 barres rouges. Bon, 4 barres rouges, évidemment, il n'y en a pas. Parce que voilà. Il y en a 2 ou 3 qui sont très défavorables, 3 barres rouges. Et par contre, il y en a plein qui sont ultra favorables à 4 barres vertes. Donc, ouais, du rouge, il n'y en a pas des ça, c'est un syndicat patronal qui adhère au MEDEF. En fait, c'est le patronat du coup qui a analysé, comme la CGT. Ce CGT, on va dire, c'est le salariat. Et puis là, c'est le patronat qui. Ils le disent, hein, sur la première page. Tu peux me passer ça, si tu veux, je te passe celui-là, Mickaël. Ah, tiens. Sur la première page, c'est marrant, ils mettent. Attends, qu'est-ce qu'ils mettent? Le présent document détaille le contenu des 5 projets dans leur version présentée par le gouvernement. Le pictogramme vise à signaler les évolutions des résultats des ordonnances, de la plus pénalisante à la plus avantageuse du point de vue de l'entreprise. Voilà. En fait, eux, ils représentent le point de vue de l'entreprise. Alors que nous, les salariés, on n'est pas l'entreprise. On est rien, en fait. Eux, ils sont l'entreprise. Donc eux, c'est pas le point de vue du patronat, non. C'est le point de vue des entreprises en général. C'est-à-dire de la production, quoi.
Donc voilà, du point de vue de l'entreprise. Donc si vous voulez, enfin pas forcément moi, mais à mon avis le plus rapide pour entrer en matière, ce serait de regarder les mesures qu'ils estiment défavorables. Je crois qu'il y en a 2 ou 3, on va vite les trouver. Alors qu'est-ce que le patronat estime comme étant relativement défavorable dans les ordonnances? Oui, donc 3 barres rouges sur 4 barres. Alors, généralisation des accords majoritaires. La généralisation des accords majoritaires est fixée au 1er mai 2018 au lieu du 1er septembre 2019 comme l'avait initialement prévu l'article 21 de la loi travail du 8 août 2016. Donc c'est-à-dire que c'est reculé de... Non, c'est avancé, pardon, au 1er mai 2018 au lieu du 1er septembre 2019. Et ça, ils sont très contents. Non, ils sont pas du tout contents. Rouge, c'est quoi? Ah non, ben non, oui, c'est le contraire. Ah oui, ils voulaient pas que ce soit... Ah oui, généralisation des accords majoritaires. Ok. Ils voulaient pas... Je n'ai pas trop compris ça, pourquoi exactement est-ce qu'ils voulaient pas, mais quoi qu'il en soit, c'est juste un truc de date, quoi. Ils ont mis un truc 3 barres rouges, c'est-à-dire c'est un des trucs les moins avantageux pour eux, genre les plus chauds des ordonnances, c'est un truc sur un truc sur quelques mois, quoi. C'est maintenant au lieu d'être un petit peu plus tard, enfin c'est ça un des trucs les pires pour eux, quoi. L'article 21, on sait pas ce que c'est. Il y a peut-être une autre raison, c'est que il me semble que jusqu'à présent, les entreprises pouvaient faire des accords avec des syndicats minoritaires. C'est-à-dire, il pouvait y avoir des syndicats qui, bien qu'étant minoritaires dans l'entreprise, pouvaient signer des accords d'entreprise. Alors maintenant, si jamais il faut que le syndicat signataire soit majoritaire, ça peut compliquer le rôle de l'entrepreneur parce que il pourra moins facilement utiliser un syndicat minoritaire pour faire passer un accord qui n'est pas entériné par la base, quoi. Mais c'est pas ça, hein, le truc. Hein. C'est juste que c'est venu quelques mois avant. Voilà, quelques mois avant la date prévue. Mais c'est pas sur le contenu de l'amendement. Et en plus, ils sont sympas parce qu'ils mettent en gras des trucs importants. Et là, ce qu'ils ont mis en gras, c'est 1er mai 2018. C'est ça qui est en gras, qui est important dans ce truc à 3 barres rouges. C'est 1er mai 2018 au lieu de 1er septembre 2019 comme c'était convenu au départ. Voilà. Attends, bah, le suivant, on va regarder, hein. Il y en a que 2 ou 3, je sais plus combien, mais c'est assez impressionnant. Alors, tout est vert, une barre rouge. Attends, il est où le deuxième? Vas-y, t'en as un 3 barres rouges? Ouais. Vas-y, tiens. Vas-y, donne-moi. Alors, dans les 3 barres rouges, budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement est de 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 50 à 2000 salariés. Donc ça, c'est inchangé. Et en gras, donc, 0,22% de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2000 salariés. Voilà. Ouais, c'est vraiment... il y a 0,02%, quoi. Et ça, c'est terrible pour les patrons. Pour les entreprises, c'est terrible. Elles vont couler, là. Je m'en bats les couilles, hein. Alors, voilà. 0,02%. Ils sont sérieux, là? 0,2% c'est inchangé, c'était le truc de base. Et le truc qu'a ajouté Macron, c'est 0,22 au lieu de 0,2 pour les super grosses entreprises. Et ça, c'est 3 barres rouges. C'est du rouge dans le budget, ça. C'est ça qui est rouge dans les ordonnances. Ouais, bon. Nous sommes d'accord. C'est... Bon, il faudrait... Non, mais on est en train de simplifier, là. On est en train de dire qu'est-ce que le patronat a trouvé comme... Qu'est-ce que le patronat a trouvé comme vraiment mauvais pour lui dans la loi Macron? Alors, première chose, c'est un truc de date. C'est un truc 2018, quelques mois avancés, voilà. Et deuxième chose, pour les très grandes entreprises, il y a, je sais plus quoi, c'est à 0,22% du budget au lieu de 0,2. C'est-à-dire il y a 0,02 de plus. Et ça, c'est... Ils sont vraiment en train de se foutre de notre gueule. Ils sont tellement à l'offensive. C'est incroyable comme c'est leur classe sociale, elle est à l'offensive. C'est-à-dire les pires problèmes qu'ils ont,
c'est des problèmes de l'ordre de 0,02%, quoi. C'est ça les pires problèmes. Tellement ils n'ont pas de problème que... Alors un autre là, donc, mais là déjà je pense qu'ils ont plus de raisons de se plaindre. Congé de formation économique, sociale et syndicale. De formation, ouais. Donc rétablissement du maintien par l'employeur des salaires, entre parenthèses sans plafond, pendant la durée du congé de formation, ainsi que des cotisations et contributions afférentes. Alors, c'est pas évident à décrypter ça. Peut-être qu'Hervé va pouvoir nous renseigner un peu plus. Ou Roman, je pense. Ah oui, c'est une espèce... Ah oui, j'avais vu ça. Oui, là, ils ont un petit peu plus de trucs pour se plaindre. Alors, c'est un espèce de truc de formation économique, sociale et syndicale. Apparemment, il y a même des formations syndicales. Et donc, apparemment, avant les ordonnances, c'était payé... Enfin, c'était pas payé par l'entreprise, pas par la direction de l'entreprise. Et maintenant, ça va redevenir la direction de l'entreprise. Voilà. Rétablissement, c'est-à-dire avant, c'était l'entreprise. Après, pendant un moment, c'était plus l'entreprise. Et là, maintenant, à nouveau, c'est l'entreprise. Donc, il y a un truc de formation, voilà, économique, sociale et syndicale. Ça va leur peser dessus, quoi. Bon, bah, enfin, un truc un petit peu défavorable. Il y avait le 0,22%, maintenant, il y a un petit truc de formation. Ouais. Il est rouge, on est encore là. Hein, alors. Oh, un 4e rouge, ça alors. Extension et élargissement des accords collectifs. Ah oui, celui-là, je m'en souviens aussi. Donc, bon, je vais le lire. Les pouvoirs du ministre du Travail en matière d'extension sont accrus. Celui-là, il est vraiment... il est joli, hein, vous allez voir. Donc, il explique ce que c'est l'extension, justement. L'extension vise à rendre applicable une convention ou un accord de branche à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application géographique et professionnel, et non seulement aux entreprises adhérentes aux organisations représentatives d'employeurs signataires. C'est-à-dire c'est pas que ceux qui sont signataires de la branche, c'est tous ceux qui sont concernés géographiquement par le truc. Ensuite, deuxième paragraphe, exclusion de certaines clauses de l'extension. Le ministre du Travail peut exclure de l'extension des clauses non seulement lorsqu'elles sont illégales, mais également lorsqu'elles sont de nature à, et là c'est en gras, porter une atteinte excessive à la libre concurrence. Le ministre, de son initiative ou à la demande d'une OP ou d'une OS, représentative dans le champ d'un accord, peut saisir un groupe d'experts chargés d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension. Bon, après, il y a un petit truc supplémentaire, mais voilà. En gros, ce que ça dit, c'est que donc le ministre, il peut choisir de faire l'extension sur des clauses qui sont illégales, donc ça on imagine bien, mais en plus, elle peut aussi le faire sur des clauses qu'elle juge portant atteinte. Betty, trop HS pour rester. Bonne nuit à vous tous. Pas de soucis Betty, bonne nuit. Mais également lorsqu'elles sont donc de nature à porter une atteinte excessive à la libre concurrence. C'était Marilus ? Ouais, elle va dormir. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de critiquer, là, ce qu'ils ont mis 3 barres rouges, c'est que le ministre du Travail, il peut faire l'extension à des champs plus grands de l'application de certaines mesures, si jamais ce ministre du Travail juge qu'il y a une atteinte à la libre concurrence. C'est-à-dire s'il juge qu'il y a des monopoles, bah, elle peut aussi faire cette extension qui est défavorable aux entreprises. Et les entreprises trouvent ça pas bon pour l'entreprise. Donc casser les monopoles et favoriser la libre concurrence, c'est pas bon pour l'entreprise. Du point de vue du MEDEF, c'est pas bon. C'est marrant, hein. Voilà, c'était la 4e 3 barres rouges. Voilà, il y en avait une, c'était un truc de formation. Une, c'était 0,02%. Une, c'était un truc de date. Et une, c'est parce que on favorise un peu trop la libre concurrence et qu'ils préfèrent les monopoles. Voilà les 3 barres rouges. Puis à partir de là, on peut s'attarder sur les 4 barres vertes. Hein. Oui, on peut voir ça. Parce que j'ai vu aujourd'hui la Gattaz qui disait, alors lui, il veut contrôler journellement les chômeurs. Vérifier vraiment tous les jours. Journellement, c'est tous les jours, Patrice.
Voilà, donc là c'est pas encore écrit là-dedans, quoi, mais il continue d'en trouver des trucs de cinglés, quoi, qui sont hallucinants, vraiment. On pourrait peut-être regarder quelques-unes des mesures, parce que là, les mesures défavorables, il y en avait que 4. Enfin, en plus, c'était pas 4 barres rouges, hein, c'était que 3 barres rouges. Mais par contre, les mesures favorables, là, ça va être chaud, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a 45 pages, donc on peut peut-être en choisir quelques-unes qui ont l'air sympas, mais... Et je pense surtout s'attarder sur les 4 barres vertes, c'est-à-dire les plus favorables, ceux que le patronat aime le plus. Surtout qu'ils sont bien gentils, ils nous ont mis en gras ce qui vraiment leur plaisait beaucoup. Alors j'en ai un. Réparation du licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse, ou nul applicable au licenciement pour motif professionnel et économique. Donc, réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Suppression du plancher de 6 mois de salaire pour les salariés d'au moins 2 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés. Suppression du plancher, voilà, ça c'est 4 barres, c'est sympa pour l'entreprise. Suppression de la réparation en fonction du préjudice subi pour les salariés de moins de 2 ans d'ancienneté et pour les licenciements dans une entreprise de moins de 11 salariés. Voilà. Réparation en fonction du préjudice subi, ça on supprime. Et ça c'est positif. C'est très très positif. Mise en place d'un barème obligatoire pour l'indemnité allouée par le juge. Bon là après il détaille, etc. Ça c'est très positif. Un barème pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse. On ne parle pas de licenciement économique. Sans cause réelle. Ça c'est super positif ça. Application du barème à la résiliation judiciaire au tort de l'employeur et à la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié reconnu par le juge. Et après, suppression du référentiel indicatif mis en place par la loi Macron. Voilà. Donc ça, c'était super positif. T'en trouves, toi, Florence? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. Oh, notre ami Patrice, il va être content. Le projet d'ordonnance ouvre de nouvelles possibilités pour négocier et conclure des accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux tant que l'effectif n'excède pas 50 salariés. Avant, on ne pouvait pas, maintenant on peut. Oh, ça c'est 4 barres vertes, ça. C'est super positif. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, encore un autre truc super positif. Entreprise de... Ah oui, la même chose. Entreprise de 11 à 20 salariés. Si l'accord est accepté aux 2/3 des salariés, il s'applique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, on a un petit truc. Délai de recours. Ah, délai de recours. Donc 4 barres vertes encore. Prescription inchangée de 2 ans pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail. Ça, c'est pas le truc. Mais ensuite, le truc en gras, c'est prescription de 12 mois à compter de la notification de la rupture au lieu des 2 ans pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail. Voilà. Donc, si c'était sur l'exécution, ça reste 2 ans. Mais par contre, si c'est sur la rupture, c'est porté à 12 mois. Voilà, ça c'est 4 barres vertes. C'est génial, hein?